bonsoir à tous et merci d'être venus à ce Café Philo donc, qui a été créé par Brit il y a à peu près un an, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir, donc en collaboration avec Edith et moi-même. Donc ce soir on a le plaisir d'accueillir François Cusset. Donc, François Cusset qui est philosophe, auteur de la French Theory autour de Deleuze, Derrida, Foucault, qu'il a fait connaître aux États-Unis. Professeur d'histoire des idées à l'Institut d'études politiques de Paris et de civilisation américaine à l'Université de Nanterre. J'ai certainement oublié des choses. Non, mais Nanterre, c'est très bien. Je ne suis plus à Sciences Po, mais à Nanterre, ouais. D'accord. Donc, c'est un auteur, un philosophe, auteur. Il a écrit, là, sous les yeux, j'en ai une dizaine d'ouvrages, mais je vais citer les deux derniers. Génie du confinement, donc Au lien qui libère, en 2021. Donc, c'est un thème d'actualité, bien entendu. Et Final Fantasy. Alors, c'est un essai également? Non, c'est un roman. C'est un roman, ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit, Brit, mais je sais. Donc au POL, là je ne connais pas cette édition. Les éditions POL, c'est une très belle maison d'édition littéraire. D'accord, donc en 2022, tout récemment. Et puis tout récemment, donc chez Gallimard, il a sorti ce qu'on appelle un tract, La haine de l'émancipation, debout la jeunesse du monde. Voilà. Donc François Cusset, entre autres, est d'une famille très intellectuelle. Une sœur écrivaine connue aux États-Unis, Catherine, et un frère Yves, philosophe également, auteur, comédien, metteur en scène, pièce de théâtre, que nous avons eu l'occasion d'accueillir à plusieurs reprises. On ne s'ennuie pas, ouais, chez Cusset. Mais peut-être vous avez d'autres frères et sœurs que je ne connais pas. J'ai également une sœur médecin. Ah, d'accord. Mais c'est peut-être la plus intellectuelle de tous. Elle n'est pas dans les sciences humaines, mais dans les sciences... voilà, plus utile. Quoi. Non. Non, non. C'est pour vous provoquer que je dis ça. D'accord. Donc, suite à la sortie de ce petit tract, Brit nous a préparé quelques questions. La première, c'est qu'est-ce qui caractérise, d'après vous, les nouvelles formes de combat des jeunes? Oh, vaste question. Alors, d'abord, peut-être revenir sur pourquoi j'ai écrit ce tract, et pourquoi il s'agit de la jeunesse, parce que, évidemment, c'est toujours embêtant de parler à sa place. Il ne faut pas parler à sa place, il faut la laisser parler. Et là, en l'occurrence, j'ai même une gêne, un embarras à parler en son nom. Parce qu'il me semble qu'on vit une époque de rupture des liens et du dialogue politique, notamment, entre les générations, en tout cas avec la jeune génération, qui pourtant, si on regarde de loin, a l'air mobilisée. Si on va, j'imagine, de temps en temps aux manifestations contre la réforme des retraites, et on y voit pas mal de jeunes, pas mal d'étudiants. Tout à fait. Moi, dans ma fac, je vois beaucoup d'étudiants politisés, mobilisés. Donc de l'extérieur, on a l'impression que rien n'a changé. En vérité, le dialogue est plus difficile qu'avant, il y a des sujets qui fâchent, et il y a même une rupture d'héritage, un refus de s'en remettre à la parole des plus anciens, voire même une méfiance, peut-être légitime. Donc c'est pour ça qu'au départ, j'ai voulu écrire ce petit tract, autour de questions très polémiques, mais j'essaie d'éviter ces polémiques-là, qui sont les questions qu'on appelle woke, c'est-à-dire l'ensemble de ces mobilisations, donc principalement chez les jeunes, mais pas seulement, contre les discriminations sexuelles, raciales. Voilà, donc, du coup, pour écrire ce petit texte, qui est un texte à la fois d'humeur et de réflexion, j'ai un peu fait le bilan de mes observations modestes de participants / observateurs des mouvements sociaux depuis quelques années, donc de la jeunesse. Et j'ai essayé de donner rapidement quelques caractéristiques, il me semble, des mouvements sociaux chez les jeunes aujourd'hui. Alors, je précise d'abord un point. Mouvements sociaux des jeunes, c'est presque un pléonasme. Il y a une autre question très vaste qu'il faudrait aborder, c'est pourquoi est-ce que dans toutes les époques de changement social,
de changement politique majeur, de mobilisation forte et radicale, les jeunes sont à l'avant-garde. Pourquoi est-ce que toutes les révolutions de tous les temps n'ont pu être faites que par des jeunes? Voilà, c'est une vaste question qui va nous mener des hormones jusqu'à l'état civil, en passant par le fait qu'on n'a rien à perdre et qu'on a sans doute plus d'exigences, y compris utopiques, quand on est jeune. Mais en tout cas, voilà, en fait, dire quel est le propre des mouvements de jeunesse aujourd'hui, c'est pas de jeunesse, c'est des mouvements sociaux nouveaux qui, comme à chaque époque, ont pour avant-garde, en quelque sorte, pour frange la plus mobilisée, des jeunes. Alors, dans le bouquin, je propose 4 ou 5 caractéristiques de ces mouvements. Alors, attention, hein, je parle de plein de choses différentes. Je parle aussi bien des jeunes qu'on voit dans les manifs contre la réforme des retraites, donc mouvement social entre guillemets classique, enfin plus rien n'est classique de nos jours, mais enfin sur un thème qui est lié au libéralisme, à l'économie de marché et à la solidarité nationale. Mais aussi les mobilisations liées à l'antiracisme, à la lutte contre le racisme et contre la montée de l'extrême droite, notamment dans les quartiers, dans les banlieues, mais aussi les mobilisations, alors là les jeunes sont encore plus actifs, liées aux discriminations sexuelles, qu'elles soient l'homophobie ou le sexisme, hein, donc les droits des femmes, l'affirmation des femmes, le mouvement MeToo, qui est né il y a quelques années aux États-Unis. Mais aussi, je rentre là-dedans parce que ça en fait absolument partie, et c'est peut-être même que ça donne un sens à tout le reste, les mouvements écologistes, que je dirais radicaux, jusqu'aux boutistes, enfin ceux qui ne se contentent pas d'une bonne conscience écolo. Voilà, donc c'est ceux-là dont je parle, et puis après, si on prend 20 ans justement d'observation de tout ça, il y a des choses, des noms propres connus, hein. Les jeunes qui ont occupé les villes américaines en 2011 avec Occupy Wall Street, les jeunes qui ont habité là carrément des semaines, des mois entiers sur les places publiques des grandes villes d'Europe avec les indignés, les indignados espagnols, les jeunes et les pas que jeunes, et les moins jeunes, qui ont formé les bataillons des Gilets jaunes tous les samedis pendant plus de 2 ans, et c'est pas fini en France. Voilà, et on pourrait ajouter beaucoup de choses, des actions ponctuelles. Donc si on fait une sorte de cocktail de tout ça, qu'est-ce qui caractérise ces formes d'action, ces mouvements-là, et qui pourrait éventuellement être distingué de ce que les anciens connaissent ou ont connu au XXe siècle, en matière de mouvements sociaux. Alors, une première différence que je fais, c'est la question de l'expérience de l'injustice. C'est-à-dire, en fait, la question du sentiment de l'injustice. Ça paraît bizarre de dire qu'un mouvement de contestation part d'un sentiment, parce que ça paraît évident. Évidemment qu'il faut un sentiment, une réaction affective, émotionnelle pour se mobiliser. En fait, c'est pas si évident que ça. Pendant des décennies, les décennies où une partie de la population, les classes populaires notamment, étaient largement prises en charge politiquement par des syndicats, des partis, de leur plein gré, hein, je veux dire, mais alors on y allait parce qu'on y allait par fidélité à ces organisations, on y allait aussi avec une vision du monde, qui peut être une vision parfois théorique, hein, voilà ce qu'on voudrait mettre à la place de ce pauvre monde. On n'y allait pas toujours parce que la veille, voilà, on avait été bousculé par la police ou insulté par un ennemi social. Là, tout part de l'expérience de l'injustice. Et on pourrait même dire qu'il n'y a rien avant cette expérience de l'injustice. La politique commence au moment où un homosexuel fait l'objet d'une insulte, une femme d'un regard ou d'un geste déplacé, des immigrés en banlieue d'une discrimination, qu'elle soit, comme on dit, systémique, c'est-à-dire presque involontaire, mais liée au système ou directement personnelle, quoi, etc. C'est une expérience de l'injustice. Et de fait, le sentiment est essentiel. L'affectivité de ces mouvements est essentielle. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une expérience de la justice? C'est quelque chose qui est partageable, que d'abord on a pu éprouver ensemble, que si on n'a pas éprouvé ensemble, on va partager, raconter, donc il y a tout un faire-dire, il y a toute une narration derrière, pour ressentir ensemble différentes, toute une palette d'émotions, hein. Ça peut être une indignation, une colère, un désir collectif de mobilisation, etc. etc. Et dans ces émotions, d'ailleurs, je rentre aussi, pas que la colère et l'indignation,
je rentre aussi la joie. Les formes d'action politique des nouvelles générations, alors peut-être que c'était le cas à toutes les époques, mais insiste particulièrement là-dessus, il faut qu'il y ait de la joie. D'ailleurs, leurs ennemis, assez jeunes, hein, les gens qui écrivent des pamphlets anti-woke, anti-jeunes, anti-machin, les disent tristes, sérieux, donneurs de leçons. C'est pas vrai. Il y a une immense joie, qui est une joie de transgression, qui est une joie de déconnade, qui est une joie codée, comme toujours les mouvements de jeunesse. Il y a un langage qu'on ne comprend pas toujours, mais qui permet comme ça de faire circuler une complicité. Bon. Donc, voilà, un sentiment, un affect de l'injustice. Une deuxième particularité, c'est le pragmatisme des mouvements de contestation de la jeunesse. Pragmatisme, c'est-à-dire obtenir des résultats, faire des choses concrètes. Là aussi, c'est une rupture avec une époque où on manifestait par réflexe idéologique, hein, parce que justement, par loyauté envers les partis, les syndicats et une vision du monde parfois un peu ancienne, on y allait sans trop réfléchir. Là, on y va parce qu'il s'est passé quelque chose de concret, parce qu'on veut qu'il se passe quelque chose de concret, et même parce qu'on veut obtenir un résultat concret. Donc, je donne plein d'exemples, hein, il y en a des milliers, mais il y en a un que j'aime bien parce qu'il est à la fois anecdotique, parce que ce n'est pas un combat majeur, d'avant-garde, mais il montre bien cette idée du pragmatisme. C'est le combat de ce groupe de jeunes féministes, il y a 3-4 ans, les Georgette Sand, hein, qui portent le nom de l'écrivain George Sand, qui, en fait, voulaient alerter, sensibiliser sur les injustices liées à la menstruation. Notamment les histoires de congés qu'on ne peut pas toujours obtenir pour les femmes au travail, et puis sur le sexisme ordinaire dans ces cas-là. Donc il y avait une pétition qui circulait, il y avait des tampons géants, une espèce de, voilà, dans la manif, et les manifs ont été si assidues, régulières et nombreuses qu'elles ont obtenu la baisse de la TVA sur les protections menstruelles de 20%, qui est la TVA, je crois, à 5%. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est à la fois c'est anecdotique et en même temps un résultat on ne peut plus concret qui économiquement joue et qui joue aussi sur le budget des femmes réglé. Bon, on peut en donner d'autres sur des enjeux beaucoup plus vastes. Pareil, il faut obtenir quelque chose. Il faut aussi que dans la manif, dans le mode d'action, qui n'est pas toujours justement une manif, qui peut être plein d'autres modes d'action, on mette en scène ce qu'on voudrait voir advenir comme changement. En fait, le monde à venir, au lieu d'être une utopie impensable, a lieu dans l'action de protestation immédiate. Ce qui peut d'ailleurs prendre la forme minimale, mais moi j'aime beaucoup ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand on fait le marché à l'ancienne, avec les maraîchers, le marché comme il y a encore dans Paris, heureusement. Il peut y avoir une action flash, un flash mob, c'est-à-dire des gens, jeunes ou moins jeunes, qui tout à coup disent quelque chose en commun ou font une action, profitant justement de la foule, qui va les rejoindre, ou en tout cas y assister, et du fait que dans cette foule, la police ne peut pas empêcher l'action qui sera immédiate. Donc voilà, mode d'action et résultats qui doivent être concrets. Une troisième caractéristique, tout ça c'est ma liste, hein, on pourrait dire plein d'autres choses, mais c'est mon analyse un peu rapide comme ça. Une troisième caractéristique, là, sujet qui fâche peut-être un peu plus, ce sont des mouvements et des protestations radicaux. Le mot de radicalité fait retour actuellement. C'est bizarre parce qu'il n'avait pas bonne presse, il était associé aux gauchistes des années 70, aux Brigades Rouges, etc. Puis, depuis les attentats de 2015, il était associé au terrorisme islamiste, puisqu'on parlait de radicalisation et de déradicalisation. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais enfin, on dirait qu'en employant ce lexique-là, le gouvernement a fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire à renvoyer tous les mouvements de jeunesse qui se diraient radicaux à un risque terroriste. Facile. Bon, mais voilà. En tout cas, ce mot qui semblait un peu ringard ou ringardisé est revendiqué par beaucoup de ces associations, de ces groupes militants, de ces jeunes. Alors à la fois pour des raisons étymologiques, parce qu'ils disent radical, ça veut dire la racine, donc il faut revenir aux racines des problèmes. Donc si par exemple on fait une manif antiraciste ou sur la question, je sais pas, de l'islam dans les banlieues, eh ben oui, il
faut parler d'un siècle et demi de colonialisme français dans des pays musulmans. Allons-y, parlons des choses, mettons les pieds dans le plat, c'est pas avec des bons sentiments qu'on s'opposera et qu'on testera. Radical aussi parce que, et on le voit dans les modes d'action, il y a la question de la violence. C'est l'objet de mon dernier essai antérieur à ce petit tract. C'était un bouquin sur la violence, qui s'appelle Le déchaînement du monde, où en fait j'essaie de comprendre comment se fait-il qu'on est à ce point diabolisé, condamné par principe, la violence éventuelle, résiduelle, sporadique des mouvements sociaux, quant à la lutte politique, d'accord ? Et qu'on n'ait aucun problème avec la violence systémique, structurelle, qui peuvent être celle des administrations quand on fait attendre 6 mois quelqu'un qui est illégal en France, ou qui peut être celle de la police qui n'a jamais été aussi violente que depuis les années 60. Eh bien, si les jeunes sont radicaux, c'est précisément parce que pour eux, il n'y a pas de différence absolue d'essence entre ces êtres étranges à la limite de l'extraterrestre qui ont des capuches et qui sont en tête de cortège et qui brisent des vitrines, et le reste des manifestants. Parce que le pouvoir cherche à faire absolument une différence par essence. C'est-à-dire qu'il y aurait des violents et des non-violents. La vérité, on la connaît. La vérité, les historiens, les sociologues vous la diront, c'est pas une vérité militante, politique. C'est qu'on est violent ou non-violent en fonction des circonstances. On peut être violent le matin, non-violent le soir, et réciproquement. On peut avoir un mouvement social dont l'essentiel est non-violent, puis tout à coup se heurte à une violence policière complètement disproportionnée, donc se radicalise précisément. Ça n'a aucun sens. Imaginez qu'il y ait une différence par essence. D'ailleurs, les apôtres de la non-violence, qui en général l'exercent, la violence, ils vous donnent toujours comme saint patron de la non-violence, Nelson Mandela, Martin Luther King, Thoreau, l'écologiste américain, etc. En vérité, si vous regardez les biographies de ces gens, ou Gandhi, Gandhi, le libérateur de l'Inde, en fait, ces gens, en fonction des moments dans leur long itinéraire, il y a eu des moments où ils ont souhaité le recours à la violence, revendiqué la violence, voilà, et où surtout par lucidité, ils se sont rendus compte que leur manif pacifiste échouait. Donc bref, il est absurde d'opposer les deux. Il y a des moments et des circonstances dans lesquelles une violence tactique, évidemment pas directement contre des humains, une violence qui peut être symbolique contre des objets, contre l'immobilier urbain, contre des banques, comme on le voit dans les mouvements actuels, a un sens. Et puis on pourrait dire que la pression du nombre, vous savez, quand on bloque une rue, par exemple les manifs à vélo, les vélorussions, etc., c'est une forme de violence, parce que c'est vraiment une obstruction physique des flux de circulation, c'est les corps mis ensemble. Voilà, et bien cette violence-là, super, on la veut tous, n'est-ce pas ? Voilà, et puis une quatrième caractéristique, alors peut-être là aussi on dira que c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais elle a un rapport dans les mouvements et les protestations de la jeunesse avec ce que j'appellerais l'autonomie intellectuelle. Le fait de penser par soi-même, le fait de se méfier et d'utiliser avec prudence les héritages intellectuels et politiques reçus, qui existent. Suivez mon regard, notamment le marxisme, les marxismes, qui ont leur influence, qui sont en dialogue avec ces mouvements, mais qui sont aussi reçus avec une certaine méfiance, en tout cas si c'est du marxisme orthodoxe. Et puis même, on va dire toute source, tout texte un peu professoral, autoritaire, au sens où c'est une autorité intellectuelle, est manié avec prudence et en s'en émancipant, et en bricolant une sorte comme un corpus, comme une sorte de liste de lecture propre à chaque mouvement. D'ailleurs, c'est très important parce que beaucoup de ces mouvements-là lisent. Lire, c'est très important pour eux. Puisque qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'oppose à une loi, un texte de loi, c'est le cas pour la réforme des retraites, déjà, première étape, on lit le texte de loi, on déconstruit ligne après ligne en essayant de chercher ce qu'il y a entre les lignes, le texte de loi, et puis on cède de texte, pas de loi, pour déconstruire le texte de loi. Enfin bref, il y a du texte là-dedans. Et donc, ils ont leur rapport au texte, ils ont leur rapport aux idées, aux concepts, qu'ils se fabriquent de façon assez autonome, do it yourself, bricolé au sens noble, au sens de Lévi-Strauss, un bricolage comme ça. D'où le côté très éclectique, parce que quand on parle aux militants d'ailleurs dans des domaines variés,
antisexistes, antiracistes, anticapitalistes, etc., ils vous sortent des noms propres qu'on a rarement l'habitude de voir côte à côte. C'est très éclectique. Et ils revendiquent cet éclectisme. Et tant mieux, parce que ça nous évite, les écoles de pensée, les chapelles de pensée. Donc voilà, après c'est surtout ces mouvements, c'est surtout un esprit, un style, un ton, une ambiance particulière dans laquelle on ne se sent pas toujours le bienvenu, effectivement, parce qu'il y a des codes, il y a des façons de se parler, il y a des réticences, y compris vis-à-vis des générations plus anciennes. Voilà, mais en tout cas, si on rompt le dialogue, on est bien dans la merde. Pardonnez-moi l'expression. Oui, justement, vous dites ils lisent. On a eu l'occasion de fréquenter les gens d'Extinction Rébellion. Donc ça, c'est vraiment des jeunes. Donc on s'est aperçu en fait que leurs membres, ce sont la grande majorité des gens d'un niveau culturel relativement élevé. Est-ce que, disons, il y a la possibilité de former d'autres jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir une certaine culture au problème? Est-ce que les autres sont aussi dans les circuits politiques, voilà, c'est ça, militants. Ouais. C'est la question la plus importante, celle que vous posez. C'est celle du risque sociologique qui existe, et depuis longtemps, d'un certain rétrécissement du mouvement social et de la contestation. Alors, rétrécissement, attention, c'est pas un tout petit groupe, c'est un vaste groupe. Celui des gens qui ont, on va dire, fait 2 ou 3 ans d'études supérieures, c'est-à-dire, en fait, sociologiquement, alors dans la génération actuelle, c'est beaucoup de gens, c'est plus de la moitié, en fait, de la génération actuelle. Dans les générations plus anciennes, beaucoup moins, évidemment, puisque... pourquoi à la fois parce qu'effectivement, il y a une sensibilisation à la chose politique qui passe par les textes, les discours, les échanges, les discussions, par un travail qui est un travail de type intellectuel. Aussi, et ça c'est très important de le dire, parce que il y a énormément de métiers variés qu'on pourrait ranger sous une catégorie très très vaste qui serait celle des intellectuels précaires, c'est-à-dire des gens qui font un métier non manuel, donc par défaut intellectuel, vous voyez vraiment définition minimale, hein, et avec un statut très fragile et précaire, sont vaguement contractuels, c'est du freelance, c'est une fois de temps en temps, c'est absolument pas titulaire ni en CDI. En fait, mis bout à bout, tous les gens qui sont dans ce cas-là, en fait, c'est l'essentiel de la jeunesse. Parce qu'on inclut là-dedans les intermittents du spectacle, les gens qui font un petit rapport, une note ici ou là, un truc, une traduction, je sais pas, voilà, donc beaucoup de choses. Donc effectivement, du coup il y a ça. Alors, la question est essentielle que vous posez parce que si une partie de la jeunesse, parce qu'elle est moins sensible à ces choses et à ces textes, parce qu'elle a moins suivi d'études supérieures, parce qu'elle est moins dans les réseaux et les corpus de ses références politiques, échappe à la mobilisation, d'abord elle n'y verra pas l'intérêt, elle trouvera ça justement un petit peu méprisant, hein, les gens qui la regardent d'en haut, et puis surtout, elle risque de tomber dans le camp d'en face. Parce que, très concrètement, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on discute là? Pourquoi on est au café? Pourquoi il y a une caméra? Pourquoi on parle de ça? Parce que nous vivons un moment historique inédit de montée des extrêmes droites dans le monde entier. En France, voilà, il y a la forme française, c'est-à-dire Marine Le Pen aux portes du pouvoir, mais il y a des endroits où c'est pas aux portes du pouvoir, c'est au pouvoir. Voilà, et donc on vit ce moment-là. Et ce qui est le propre de cette extrême droitisation politique, c'est qu'elle ne touche plus seulement les générations plus âgées. C'était le cas avant. En fait, on le voit d'ailleurs, même le vote Le Pen au deuxième tour des élections, c'est très intéressant. Voilà, c'est des gens plus âgés. Le succès mondial de l'extrême droite, l'alt-right américaine, de l'extrême droite française, c'est qu'elle parle aux jeunes, alors à une certaine jeunesse, et que désormais les jeunes font une partie importante de ses effectifs et de son électorat potentiel. Donc très concrètement,
s'il y a une rupture parce qu'on ne parle pas le même langage, parce qu'on est sur des terrains et des objets de lutte qu'ils ne reconnaissent pas, ou parce qu'on n'a pas le même niveau d'éducation entre deux portions de la jeunesse, il y en a une qui peut très bien tomber dans, voilà, dans ce giron-là, parce que l'extrême droite, elle est très très active pour aller draguer les jeunes. Elle est très active en ligne, elle a des figures beaucoup moins ringardes qu'autrefois, donc voilà, et elle a cet esprit un peu, enfin, elle surjoue la liberté d'esprit, le ton critique, la sympathie et la bonhomie, et ben, voilà, ça parle aux jeunes. Donc il est d'autant plus important d'éviter la rupture sociale et sociologique qu'en face, il y a eux qui veillent aux jeunes. Vivons-nous dans un monde, disons, dans un refus de la mono-identité, contre le bel universel, le refus d'imposer une identité occidentale ou européenne, au pire nationale et raciale? Alors ça c'est effectivement une autre question, encore une très vaste question. Pour certains de ces mouvements et de ces combats politiques, notamment antiracistes, antisexistes, anticoloniales en quelque sorte, anti-impérialistes si vous voulez, cette question de la représentation et de l'identité, c'est-à-dire l'identité, de comment elle est représentée, quels préjugés elle suscite, est la question centrale. Et du coup, ils relisent toute notre histoire récente à cette lumière-là. Pour eux, la question centrale n'est plus la question des rapports de production, du capitalisme et de l'exploitation par le travail. La question centrale est celle de l'assignation de certaines minorités, de certains groupes, à une identité caricaturale à laquelle on les réduit. Hein, le musulman, je sais pas, l'homosexuel, la femme, on n'est plus dans une minorité, là, c'est une majorité statistique. Et donc cette question de la représentation et de l'identité devient la question centrale. C'est l'argument utilisé par les bons esprits, c'est-à-dire par justement les élites, les donneurs de leçons anti-woke et anti-jeunesse et anti-minorité, pour dire attention, vous êtes en train de mettre en danger l'universel, l'universalisme, les valeurs universelles que nous avons incarnées, que les Lumières nous ont proposées, que la France et la République française est censée voilà, porter. L'universel contre l'identité. C'est la trame caricaturale de la plupart des essais un peu provocateurs, pamphlets contre ces mouvements minoritaires, contre cette résurgence du féminisme, de l'antiracisme, etc. À quoi moi je réponds? C'est l'inverse. C'est l'inverse au sens où il me semble que ces combats et ces mouvements-là défendent pas une position identitaire, c'est pas la femme comme identité, c'est pas le musulman comme identité, c'est pas l'immigré avec son origine nationale éventuelle comme identité, ou même l'homosexuel, c'est au contraire une réflexion critique sur l'identité pour se défaire de l'identité obligatoire à laquelle ils ont été assignés par le préjugé, pour la pluraliser l'identité, parce que personne n'est une seule chose. Hein, on a tous une identité sexuelle, et ethnique, et sociale, et géographique, et d'âge, etc. Et pour montrer que l'identité, puisqu'elle est construite, elle peut se déconstruire. C'est-à-dire que si on nous l'a imposée, eh ben on peut s'en défaire. Et ils disent qu'en face, les élites là, qui nous donnent des leçons, les pamphlétaires anti-woke, etc., ou même les creux défenseurs de la République, qui brandissent l'universel, en fait, l'universel qu'ils brandissent est un mot trompeur. D'abord parce que c'est le mot qui a été utilisé pour justifier de civiliser les peuples autochtones pendant des siècles de colonisation, parce que c'est un mot dont la généalogie et le sens sont strictement européens, voilà, et parce que ce que eux défendent, en tout cas les plus agités d'entre eux, les plus énervés d'entre eux, les plus proches de l'extrême droite d'entre eux, c'est tout à fait une position identitaire. C'est l'Occident contre le pas-Occident. S'ils sont vraiment méchants, c'est l'Occident chrétien contre les autres religions, hein, suivez mon regard, évidemment l'islam. C'est l'Europe contre la non-Europe, une Europe qui du coup se définit par des critères ethno-religieux, ce qui est exactement ce qu'on n'a pas voulu. L'Europe est une terre d'accueil, etc. Donc en fait, l'identitaire, vous voyez ce que je veux dire, il est en face, il n'est pas du côté
Alors, voilà, et c'est aussi parce que il y a ce langage très neuf, je trouve, dans cette génération-là, nouvelle, sur ces combats-là, qui est le combat anti-binaire. Hein. C'est-à-dire que non seulement ils refusent d'être assignés à une seule identité, non seulement ils disent on est plein de choses à la fois, on est multiple, et d'ailleurs on peut changer, on peut devenir autre chose, d'où par exemple l'importance d'une question comme la transition de genre, qui peut en faire sourire certains, mais qui est centrale pour cette génération. Voilà, donc finalement, ce qui est intéressant, c'est l'expérience qu'on fait de soi-même, de ces différentes identités, beaucoup plus que la fidélité, la loyauté à un patrimoine, à une identité ancestrale. Alors après, attention, il y a plein de questions compliquées. Il y a des questions très compliquées qui sont liées à ces histoires d'identité. Par exemple, pour vous en mettre les pieds dans le plat, il y en a une qui est majeure, peut-il y avoir un féminisme musulman ? J'ai pas la réponse, elle est compliquée cette question. Mais c'est typiquement une question qui a trait à cette notion d'identité. C'est-à-dire, peut-on défendre la femme comme minorité, donc aussi comme identité opprimée, depuis une position culturelle qui est quand même identitaire, même si elle est extrêmement multiple, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde, ça fait plein de gens très différents, qui est l'islam. Bon. Voilà, on connaît la réponse justement des bons esprits et de nos élites à ça. Ben non, bien sûr que non, puisque voilà, les grands frères forcent les femmes de banlieue à mettre le voile, donc ça prouve que c'est incompatible. La réponse est évidemment beaucoup plus complexe et oblige à un décentrement, c'est-à-dire oblige à envisager un féminisme qui ne serait pas strictement occidental. C'est très compliqué, parce qu'on pourrait... Des historiens, des historiennes pourraient m'opposer, dommage, le féminisme est une invention occidentale et jusqu'à preuve du contraire est principalement présent en Occident. Peut-être, mais vous voyez, c'est-à-dire que ça nous oblige à sortir de de notre ère culturelle et à plus être dans une vision eurocentrée. Et je dirais, pour finir sur cette question vaste de l'identité multiple, que chez nous là, l'Europe, et je dis l'Europe. Vous avez vu qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas accepter que ce soit chez nous, l'Europe. C'est une périphérie, une banlieue du monde, de second ordre, encore un peu plus riche que la moyenne de la planète, si âgée que c'est comme un vaste EHPAD, qui est principalement une destination touristique pour les classes moyennes en explosion et en plein boom économique et hégémonique de fait, de l'Inde, de la Chine, peut-être de certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Donc pitié, acceptons, admettons que c'est ailleurs que ça se passe. Et que ces questions, qu'il s'agisse de la différence sexuelle et du statut de la femme, qu'il s'agisse de l'acceptation de l'autre et du racisme, qu'il s'agisse du capitalisme devenu fou et des façons de lutter contre lui ou de le modérer, qu'il s'agisse de l'écologie et de la façon de sauver la planète à court terme et d'y habiter de façon soutenable à plus long terme, allons voir ce que font nos amis sud-américains, africains, moyen-orientaux, asiatiques, etc., etc. C'est ailleurs que ça se passe, et ça se voit, là il suffit juste de regarder, enfin, vraiment de cliquer, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que le combat des féministes indiennes contre le système des castes qui a toujours réduit les femmes à néant, le combat beaucoup plus discret, parce que lui il est vraiment très interdit, de certains ouvriers chinois contre le capitalisme d'État chinois, le combat de certains en Afrique pour une coexistence harmonieuse des différentes religions, voilà, etc., etc. Le combat des autochtones et des Indiens en Amérique du Sud pour un anticapitalisme et une écologie universelle, pour le coup, vous voyez, ça m'intéresse autant, sinon plus, que nos manifs hebdomadaires, heureusement, qui existent encore chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le monde est devenu le tout-monde. On a longtemps cru, nous Européens, qu'on était le cœur et l'origine de tout, et du processus historique, et que s'il y avait un changement historique, un changement politique ou social, son agent à ce changement serait européen. D'ailleurs, je vous défie de me citer un grand héros, un combattant, une référence philosophico-politique majeure qui ne soit pas européenne, ça ne sera pas facile, parce que notre corpus est européen. Donc voilà, c'est fini. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on est fini, ça veut dire qu'on va pouvoir
voilà, allez voir en face, allez voir ailleurs, allez voir ce qui se passe. Bon, vous avez parlé d'antiracisme, anticapitalisme, donc dernière question pour moi, avec quel autre combat la lutte contre la catastrophe climatique pourrait-elle se combiner? Parce que, bon, les problèmes de climat, il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibles, mais toujours pareil, d'un niveau culturel supérieur, alors que j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers philo dans des lycées professionnels, et donc de faire des conférences, justement, une conférence sur le changement climatique, et je me suis aperçu que l'effet de serre, etc., ça leur disait rien. Alors effectivement, ça veut dire qu'il faut commencer par démocratiser le savoir et la lucidité et la vigilance critique sur les questions climatiques et environnementales en général. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que de démocratiser parce que, en vérité, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la petite portion encore un peu trop congrue dans les programmes d'éducation, que ce soit les manifs de collégiens ou de lycéens qui ont lieu dans toutes les villes du monde et où il y a pour le coup des gens de tous les milieux sociaux, bon, ça existe, ça suffit pas. Le problème, il consisterait plutôt à sortir du chantage dans lequel on veut nous mettre, dans lequel le pouvoir nous met en fait indirectement, qui est que ce serait justement une question de luxe, une question qu'on se pose quand on a le ventre plein, une question moins prioritaire et du coup sans rapport avec la question voilà, du niveau de vie, du système économique et social dans lequel on est. En vérité, quiconque comprend que c'est intimement lié, que c'est la même question, quel que soit son niveau d'études et son expérience politique, sera un écologiste radical jusqu'à la fin de ses jours, immédiatement. Il faut juste faire le lien. Mais ce lien, il n'est pas facile à faire. Alors pourquoi il n'est pas facile à faire? Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire que d'abord, la question environnementale, elle est récupérée dans l'espace public, dans la communication générale, par des gens qui mettent la main sur le cœur, la main peinte en vert, et qui disent c'est nous qui allons voilà, régler les problèmes écologiques de la planète grâce au capitalisme vert. Vous savez qu'il y a une finance verte, c'est-à-dire que c'est les valeurs les plus cotées à la bourse, grâce à la nouvelle responsabilité environnementale des entreprises, la REE, là il y a des diplômes très chers, voilà, etc. Ou même, pourquoi pas, je sais pas, moi, des manifs pour l'environnement sponsorisés par des multinationales, c'est possible aussi. Hein, bon. Parce qu'on est toujours, évidemment les multinationales on les mains dedans, mais on est toujours un tout petit peu plus propre que le voisin, hein, c'est l'avantage, il y a un effet comparatif. On pourrait dire aussi, dans la même logique, une fois que l'écologie politique ne sera pas réduite aux tristounes stratégies électorales des partis que nous avons chez nous, et même ailleurs, parce que même en Allemagne, où ils sont beaucoup plus puissants politiquement, ça manque de jusqu'au-boutisme. C'est des partis de compromis, c'est des partis de concession, c'est des partis qui essaient de gouverner avec des gens pas très écolos, donc il faut mettre de l'eau dans son vin, et beaucoup d'eau. Bon. Donc, bref, il faut l'aborder de façon radicale. Et ceux qui l'abordent de façon radicale, c'est pas des intellos. Je peux vous dire, c'est pas du tout des intellos. Ceux qui décident d'habiter... bonjour. Décident d'habiter dans une... que ce soit dans une ZAD, parce qu'on est à côté d'un grand projet industriel ou un aéroport auquel on s'oppose, ou que ce soit dans un village, un hameau abandonné qu'on retape, mais de manière assez soutenable du point de vue écologique, c'est-à-dire on fabrique sa nourriture, voilà, éventuellement voilà, les toilettes à sec, pas de voitures thermiques, etc. Les gens qui le font, les jeunes qui le font, c'est par manque de moyens, avant de le faire par conviction politique, par esprit de bricole et de débrouille collective. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas lu Ancionas, quoi, pour le faire. Donc voilà, donc attention, voilà. Mais vous avez raison, le risque, c'est qu'on en fasse une question de luxe ou alors une question dissociée des questions humaines. En fait, qu'est-ce que ça nous dit, la question écologique et climatique ?
est très simple, ça nous parle de l'anthropocène. Hein, ce mot, voilà. Ça nous dit simplement que ce qui arrive au vivant, que ce soit la couche d'ozone, les espèces qui disparaissent, l'air qu'on respire, etc., ce qui arrive au vivant aujourd'hui, au niveau de la mer, est, pour la première fois dans la longue histoire de la planète Terre, la conséquence directe des actions humaines. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il y avait des changements climatiques liés à des cycles complexes des planètes, liés à la géologie. Là, c'est depuis 2 siècles et demi qu'a commencé la révolution industrielle, directement la conséquence des humains. Donc, très simplement, si la menace sur la vie sur Terre est la conséquence des humains, c'est aux humains de se retrousser les manches et de rattraper le boulot. Comment vont-ils faire? Cette question nous concerne tous. Elle passe par un pacte de solidarité avec le vivant, donc il faut arrêter de faire une différence de nature et de culture, justement, entre la forme humaine du vivant et les formes non humaines. Il faut un compagnonnage, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur l'Arche de Noé, et bien sur l'Arche de Noé, le soir, on joue au poker ou au domino avec les animaux, parce que vous voyez, il n'y a plus que... Donc, ou avec les formes de vie, d'ailleurs. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, du coup, le mot qu'on défend, ce qu'on défend, c'est pas la planète, parce que la planète, on dirait un truc d'extraterrestre. C'est le vivant. C'est le vivant qui est menacé. C'est le vivant au sens biologique, au sens des espèces, etc. Bah, c'est pour ça que le travailleur ubérisé, ou vous voyez, celui qui livre Deliveroo à vélo, etc., qui est sous-payé, qui a un niveau de précarité et de stress psychique et physique incroyable, qui relève de l'exploitation en usine des mineurs au XIXe siècle, bah, lui, c'est pas le vivant. C'est tout à fait le vivant. Le lien à faire, c'est ça. C'est que ce qui lui arrive à lui, je dis lui parce qu'il y a aussi des elles, voilà, et ce qui arrive aux espèces en voie de disparition, à la couche d'ozone, c'est la même chose. Et voilà, sauf que faire ce lien, là, il a l'air clair quand je le dis comme ça, c'est pas les mêmes gens qui parlent de ces différentes questions. Et beaucoup s'assurent que le lien ne sera pas fait, parce que ça les arrange. Donc il nous appartient collectivement de faire ce lien, y compris contre nos réflexes, hein, parce que moi je ne vous cache pas que, voilà, maintenant ces questions me sont un peu plus familières, mais elles ne faisaient pas du tout partie de mon éducation intellectuelle et politique. Pas du tout. Dans les lycéens dans les années 80, l'écologie, bon, et ça n'existe pas, quoi. Je vous remercie. On va passer la parole à Edith, qui a travaillé sur votre livre et qui veut apporter la pierre à votre édifice. Sa pierre. Ouais. Une pierre. Une pierre. Un pavé. Alors, je suis... effectivement, vous avez commencé par dire que finalement, jeunesse, le titre de votre ouvrage, c'est bien La haine de l'émancipation, debout la jeunesse du monde. Et ce titre m'a interrogée. J'ai évidemment lu le bouquin, et j'ai lu le bouquin en vieille. J'ai 80 ans. En vieille, prof de philo. En ancienne élue à la culture, à la municipalité à majorité communiste d'Ivry. En retraite, mais pas en retrait. Puisque j'anime actuellement des cafés philo depuis 25-26 ans, et puisque aussi je suis engagée, je dis bien engagée et non pas militante, dans des actions de travail de mémoire, et puis aussi d'autres activités joyeuses. Alors j'ai bien apprécié votre tract, c'est-à-dire votre analyse très nuancée, page 8, je réfère à la page 8 en particulier si vous allez le lire, votre analyse des réactions majoritaires des vieux et vieilles modérés, réalistes, par rapport justement au déferlement des passions tristes et des violences verbales et physiques
des jeunes. Alors vous citez, et j'ai été particulièrement sensible à cela, l'annulation de la conférence de Sylviane Agacinski à Bordeaux en 2019, l'interdiction de la représentation des suppliantes par des acteurs blancs, maquillés, à la Sorbonne, l'accusation politique de complicité de viol à l'égard du directeur du cinéma municipal d'Ivry qui a osé programmer le film « J'accuse » de Polanski, et puis aussi tous les récits de violences verbales et physiques sur les chaînes de radio et sur le smartphone. J'arrête pas d'en recevoir tous les jours. Et puis aussi les actes dont on fait, dont la radio, la télé et le smartphone ne cessent de les reproduire en boucle, les actes de vandalisme des statues déboulonnés ou des noms de rues tagués, y compris par des militants de la Fédération de la Libre Français, qui ont, comme vous le savez, essayé de déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Donc, vous avez effectivement une analyse nuancée de ces actes, actions et verbales. Bon, en France, et je ne cite pas tout ce que vous dites sur le reste du monde. Mais tout cela, dites-vous, entraîne une nouvelle langue, de nouvelles actions. Une nouvelle langue, les jeunes parlent de privilégiés, les jeunes sont hostiles à l'hégémonie, sont hostiles à l'autorité, sont hostiles à l'oppression subjective, à la domination objective, alors patriarcale, blanche, coloniale, etc. Autrement dit, ces notions privilégiées, hégémonie, autorité, oppression, oppression subjective, domination objective, ces notions remplacent chez les jeunes, alors les jeunes, la génération des années 2000, question. Ouais. Donc remplace, pour moi, oui, la génération des années 2000. Je les connais par mes petits-enfants, cultivés, de l'élite, mais qui effectivement font partie de ces jeunes, qui usent de ce vocabulaire, de ces notions, et qui, non pas refusent, mais n'utilisent pas le concept philosophique et politique d'émancipation. Donc, ils utilisent des notions d'origine psychologique, d'origine sociologique, mais, et puis il y a aussi les luttes intersectionnelles, mais ils n'utilisent pas, en tout cas majoritairement et visiblement, ils n'utilisent pas le concept philosophique d'émancipation, qui est un concept qui signifie émanciper. J'ai été chercher évidemment dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. Émanciper, c'est sortir de la propriété. Mancipation, je crois en latin, veut dire droit de propriété. Donc s'émanciper, c'est s'extraire d'un propriétaire. Eh bien, ce concept qui a été repris, et notamment par Marx, dans la question juive en 1843, et qui a été repris par les Lumières, d'abord,
et puis par Marx ensuite dans la question juive, consistait à dire qu'effectivement, il fallait, pour ne pas continuer à interpréter le monde de diverses façons, mais pour arriver à le transformer, 11e thèse de Marx sur Feuerbach, dans l'idéologie allemande, il s'agissait effectivement de s'émanciper de ceux qui possèdent les moyens de production, de ceux qui aliènent les individus, de ceux qui exploitent les individus, parce qu'ils sont les maîtres de la production, les maîtres du travail, et alors que il s'agit donc de s'extraire et de rompre avec un système qui n'est pas seulement d'oppression subjective, mais d'exploitation objective et donc d'appropriation de l'individu dans toute sa totalité. Alors, pourquoi les jeunes, vous dites donc, bon, vous dites, et c'est ma question, mais c'est une question que vous posez aussi, page 43, après avoir mis en évidence les 4 dimensions, comme vous venez de le faire, de ces nouvelles langues et luttes des jeunes, vous dites que finalement, peut-être faudra-t-il abandonner le mot fatigué d'émancipation. Et vous ajoutez, page 60, sachons gré à cette jeunesse du monde enfin debout. Or, vous venez de dire que les révolutions, les révoltes d'abord, les révolutions ensuite, ont toujours été le fait des jeunes. Mais elles n'ont pas lieu tout le temps. Elles n'ont pas lieu tout le temps. Enfin debout, ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que les jeunes, la génération 2000, usent de cette nouvelle langue qui refuse, enfin non, qui oublie, pas qui refuse, mais qui oublie l'idée d'émancipation en parlant d'oppression, de lutte intersectionnelle, voilà. Bon, ces jeunes, faut peut-être oublier, vous dites très exactement, faudra-t-il abandonner ce mot fatigué d'émancipation? Autrement dit, en finir avec cette idée d'origine marxienne, enfin, antique, hein, le mot émancipation, mais d'origine marxienne, comme quoi il faut effectivement s'arracher à un système qui non seulement opprime, mais exploite, et donc réduit à néant l'individu et sa manière d'habiter la Terre. Faudra-t-il effectivement en finir avec cette idée qui entraîne une lutte commune de tous ceux qui sont effectivement expropriés de la possibilité, un, de vivre, et deux, d'habiter la Terre. Et en ce sens, je pense qu'il y a des auteurs que j'ai connus quand j'étais jeune, que j'ai suivis et que je continue de suivre encore. Un, le jeune Marx, qui est repris aujourd'hui par un philosophe, ethnologue, qui s'appelle Michael Lovy, Oui. et qui explique... Enfin, qui a lui-même 85 ans.
qui a lui-même 85 ans, dont j'ai été l'élève, et qui explique que le mot de révolution ne signifie pas ce que certains marxistes et critiques des marxistes ont dit, à savoir que la révolution, c'est le chemin tranquille qui va vers la solution finale qui est l'utopie socialiste ou plutôt communiste. Mais que la révolution, c'est le frein d'urgence. Donc on peut reprendre le mot émancipation comme le mot qui désigne l'expropriation des individus par un système d'exploitation. On peut reprendre le mot révolution comme un mot qui signifie non pas que ça avance inéluctablement vers une fin souhaitée, mais comme un frein d'urgence, une rupture qu'on organise. Et on peut reprendre aussi ce qu'un ethnologue qui s'appelle Jolin a développé encore dans les années 80. Et le tribunal Russell de 84 il a désigné le mot ethnocide. Aujourd'hui, les peuples, effectivement, d'Amérique latine, les féministes et les écoféministes reprennent cette idée de l'ethnocide pour accompagner cette idée et montrer que les peuples qui se revendiquent d'habiter la terre autrement que dans le système capitaliste ethnocidaire, eh bien, peuvent effectivement nous apprendre beaucoup de choses. Donc, pourquoi dites-vous qu'ils ont raison d'oublier les mots émancipation? Je ne dis pas ça, madame. Ah bon? Vous dites quand même... Peut-être faudra-t-il abandonner le mot... C'est pas eux qui disent ça, c'est moi qui dis ça. Ouais. Mais c'est une vaste question. Le mot fatigué d'émancipation. Ben, je vais vous répondre. Et peut-être... Le plus simple, c'est que je vous réponde, peut-être. Voilà. Mais c'est une très belle question, très riche que vous me posez. Pour moi, émancipation, révolution et ethnocide et écoféminisme, ça va ensemble. Bien sûr, ça a un lien. Ce livre est précisément porte sur le lien à faire entre ces phénomènes. Mais non, je vous remercie, c'est une très belle lecture que vous faites. Peut-être je commence par les choses anecdotiques, parce que après... enfin, anecdotiques. Justement, il y a une série d'anecdotes en boucle, hein, Madame Agatinski qui ne peut pas faire sa conférence, la pièce à la Sorbonne qui ne peut pas être jouée, etc. Pourquoi je parle là-dessus? C'est ça, hein, le phénomène woke. Parce que je ne pouvais plus supporter, en fait c'est un cri, ce tract, le fait que des gens puissent réduire tous les mouvements, pour le coup, d'émancipation, de protestation, tous azimuts, de toute la jeunesse mondiale, à 3 anecdotes en boucle. Les gens qui ont empêché la troupe de jouer à la Sorbonne, après il faut écouter leur logique, moi je suis plutôt en désaccord personnel, je trouve ça idiot d'exiger une couleur de peau pour un acteur. Bon, le fait d'empêcher une philosophe de parler, je suis pour empêcher personne de parler, donc je suis contre. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, on dit que l'ensemble des mouvements sociaux d'émancipation d'aujourd'hui s'illustrent avec ce genre de phénomène d'exclusion, hein, cancel, etc. En fait, c'est l'écume d'anecdotes citées en boucle par les mêmes personnes. Certaines sont fausses, j'en donne des exemples, parce qu'il y a des faux qu'on trouve en ligne, et puis on les relaie alors qu'ils sont faux. Et ça, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbuste qui empêche de voir l'Amazonie. Enfin, c'est-à-dire, derrière, il y a énormément de choses intéressantes qu'on ne va pas voir parce qu'on les réduit à ça. Donc voilà, ça c'est le point de départ de mon bouquin, c'est ça. Alors ensuite, vous avez eu raison de me houspiller un petit peu sur la contradiction de dire la jeunesse est enfin debout, alors que je dis qu'elle l'est effectivement par définition à chaque... dès qu'il y a un mouvement social, c'est les jeunes qui sont à l'avant. Je dis enfin, là c'est de manière très subjective et générationnelle, c'est-à-dire que
le dernier quart du XXe siècle, qui est le moment où les grands mouvements d'émancipation des années 60, début des années 70 ont reflué, ont été assommés par la matraque policière, par la crise économique, par la déprime, On a vécu un dernier quart pas très émancipateur, un petit peu déprime, voire beaucoup, et surtout où on nous a répété une seule chose, que révolution était un mot d'une langue morte, à oublier, qui n'aurait plus jamais lieu, et que s'il avait lieu, ça produisait le goulag. Bon, voilà. Donc par rapport à ces 3 décennies vous voyez, de contre-révolution, voir autant de jeunes dans la rue, même si ce n'est pas toujours pour les meilleures raisons, me fait dire « enfin debout ». C'est juste ça, le « enfin debout ». Mais vous avez raison, en quelque sorte, c'est à toutes les époques. Donc, il y a pas de mouvement. Alors maintenant, l'émancipation. Je vous répondrai de manière un petit peu sèche, mais je suis en accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit. Mais de manière un petit peu sèche, je vous répondrai, puisque vous avez dit émancipation étymologiquement, c'est se défaire d'une propriété. C'est vrai, parce que en fait, c'est un terme, c'est l'affranchissement des esclaves. Hein. Les maîtres qui émancipent leurs esclaves leur rendent leur liberté. Eh bien, personne, aucune école de pensée, aucun concept monolithique et unique, même la vision marxiste du monde, n'est propriétaire du projet et de l'horizon et du désir d'émancipation. Et de fait, émancipation veut dire beaucoup d'autres choses que la révolution sociale pour renverser les rapports de production et mettre fin à l'exploitation capitaliste, telle que la théorise Marx. D'autres choses qui ne sont pas incompatibles, mais qui sont d'autres choses, qui sont vraiment d'autres choses. Alors déjà, il y a cette question légale, c'est-à-dire l'émancipation, c'est un affranchissement légal. D'ailleurs, ceux qui ont des enfants savent qu'une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, majeur, on les émancipe. La loi nous force à les émanciper. C'est d'abord ça le sens d'émancipation. Et puis du coup, partant de cette définition d'état civil, on a une définition qui est sans doute la plus célèbre, en tout cas quand on prend des cours de philo dans notre pays, qui est celle de Kant, lorsqu'il a voulu répondre à la question que posait un journal allemand, qu'est-ce que les Lumières ? Où il a eu cette fameuse réponse, alors il triche parce qu'il a envoyé sa réponse au journal, évidemment il a gagné le concours, c'est pas du jeu, mais il répond, les Lumières c'est, alors il y a plein de traductions du mot allemand, on dit l'affranchissement, la sortie, on peut dire l'émancipation de l'homme, à l'époque c'était l'humain en général, de sa condition de minorité. Et là il entend minorité au sens légal, c'est-à-dire mineur comme un enfant, qui ne peut pas se débrouiller tout seul. D'où le fait que ce texte, très célèbre, est la défense d'une émancipation qui est d'abord une émancipation intellectuelle comme condition de possibilité de toutes les autres émancipations, qui pense par soi-même, ou un peu moins par les autres qu'avant, sera plus à même d'atteindre l'émancipation concrète, collective et individuelle. Donc il y a celle-là. Après, moi, ce que je fais une opération qui, et vous avez raison de dire, c'est je tords ce mot. Je dis c'est un mot blessé. Là, je reprends Daniel Ben Saïd, hein, qui est, voilà, lui est incontestablement marxiste, mais dit il y a des mots, dans tout le marxisme, il y a des mots blessés. Pourquoi ? Parce que, mots blessés, parce que des mots qui ont pu être brandis par leurs propres ennemis. Moi, le fait que l'Union soviétique, qui a exercé un capitalisme d'État et une dictature abjecte pendant 75 ans, ait porté le nom de communiste, est un truc qui m'empêche encore de dormir. C'est-à-dire que ça n'a rien de communiste. Or, il y a des mouvements, il y a des dictatures d'État qui ont pu défendre aussi l'émancipation. Il y a des mots que le XXe siècle et ses conflits idéologiques a blessés. Alors, ça ne veut pas dire démonétisé, c'est-à-dire rendu un peu compliqué à utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, lui le disait du mot communiste, alors évidemment, le communisme encore plus quoi, que les autres. Pourtant, moi je fais l'inverse, je dis, eh ben justement parce qu'ils sont délicats et parce que c'est un peu des bombes lexicales, allons-y à l'endroit où il manque. Parce que précisément, les mouvements et les contestations de jeunesse que je décris très rapidement là, ne se revendiquent pas de l'émancipation. Et si on regarde bien, n'ont pas directement à voir avec l'émancipation, puisque l'émancipation la plus urgente, qui est l'émancipation de l'oppression idéologique et de la contrainte physique venue du capitalisme, c'est ça, c'est la destruction des subjectivités et la contrainte du corps travailleur, c'est ça qui nous fait le capitalisme, celle-là est précisément pas prioritaire pour les mouvements dont je parle. Même si, je dis bien qu'ils font le lien. S'ils ne font pas le lien,
Ils savent qu'ils se plantent. Mais, en vérité, décoloniser les imaginaires, comme il l'emploie comme expression, c'est-à-dire comprendre ce qui, dans nos réflexes immédiats, bien pensants, peuvent relever d'un certain racisme culturel, là où il y a les effets d'un siècle et demi de colonisation française sur notre rapport aux immigrés de deuxième, troisième génération, etc. Nos méfiances vis-à-vis de l'islam, qui sont parfois justes, c'est-à-dire vis-à-vis d'une religion avec son autorité, parfois tout à fait injuste, donc idéologique. Bon. Tout ça, il faut qu'on s'en émancie. Et on revient à Kant, là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire un travail d'affranchissement des fakes, des mauvaises sources idéologiques, de la propagande générale qui nous entoure, des rapports viciés, empoisonnés entre les gens. Pareil pour les rapports, c'est encore plus le cas, de manière encore plus caricaturale, pour les rapports entre les sexes et entre les préférences sexuelles. Et surtout, il faut que le lien soit fait entre l'émancipation de celle-là, là, et l'émancipation des victimes du capital. Parce que, oui, là où l'affaire se complique, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça en 45 pages, hein, le bouquin c'est beaucoup trop rapide, là où l'affaire se complique, c'est que Marx lui-même, et après lui des grands philosophes comme Deleuze ou Foucault, ont dit, oui, le capitalisme, sous sa forme moderne, a eu un effet incontestablement émancipateur. Ils l'ont démontré. C'est tout un chapitre du Capital de Marx, et c'est une partie essentielle, puisque lui, il a une vision de l'histoire, hein, du mouvement historique. Donc, le capitalisme a émancipé les gens de la tutelle féodale, hein, avec l'invention d'une bourgeoisie, avec les villes franches, etc. Il s'agit maintenant d'émanciper, que les gens s'émancipent eux-mêmes de la tutelle capitaliste. Voilà. Il y a une étape. Et effectivement, on peut, quand on prend les formes de vie traditionnelles, le peu de choses que peuvent faire les femmes dans les formes de vie traditionnelles, que ce soit dans nos pays ou que ce soit dans d'autres pays. Chez nous, quand le capitalisme est apparu, alors oui, l'égalitarisme minimal de la production et de la consommation, les conditions légales pour le marché, la démocratie libérale, tous ces trucs qui font rendre le capitalisme possible, ont émancipé les gens. Donc, ça complique notre affaire, parce que ça veut dire qu'il va falloir s'émanciper de quelque chose qui a été émancipateur. Moi, je pense qu'on est vraiment au bout du truc, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout émancipateur, il n'est qu'exclusivement oppresseur, désormais, puisqu'il opprime les subjectivités, puisqu'il fait du mal aux vivants sous nos yeux, et puisqu'il est à bout de souffle et de solutions, puisque voilà, il y a eu une époque, il y avait des gens qui le défendaient. Enfin, aujourd'hui, c'est après moi le déluge. Donc oui, si vous voulez, moi ce que je veux pas, c'est hiérarchiser entre les sens du mot émancipation. Le truc que je fais à la fin du livre, mais je le fais trop vite maintenant, je peux vous le déplier là, c'est, je dis en fait, l'émancipation comme slogan, telle qu'elle a été proposée par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, telle qu'elle peut être proposée par les bourgeois devenus communistes ou syndicalistes, ou en tout cas porteurs d'idées généreuses et émancipatrices au XIXe et au XXe siècle, cette émancipation-là, elle les a un peu plus concernés eux que les autres, et elle a de toute façon un peu plus concerné les hommes que les femmes, les travailleurs blancs que les travailleurs de couleur, quand même ceux qui savent que ceux qui savent moins, et que donc, elle était sélective. Mais, comment dire, au corps défendant de ceux qui la portaient, hein. C'est pas de leur faute, c'est pas eux qui voyaient mal, mais elle était sélective. Or, aujourd'hui, si on veut récupérer ce mot qui effectivement est dangereux, et biaisé, et peut-être vicié, il faut qu'elle soit plus sélective, il faut qu'elle soit pour tout le monde. Et je dis même pourquoi elle est haïe, l'émancipation, pourquoi est-ce que l'idée, enfin je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a tant de racisme, de sexisme et de refus de ces mouvements minoritaires, parce que l'émancipation de tous, y compris de ceux qu'on n'imaginait pas émancipables, est insupportable aux élites. Parce que l'émancipation, en fait, c'est bien d'avoir ceux qui montent la voie. Et du coup, je pose à la fin cette question, qui est une question, elle, beaucoup plus complexe, une question anthropologique, ethnologique, et je n'ai pas la réponse, mais l'émancipation comme projet abstrait, pense par toi-même, Kant, renverse le mouvement historique et les rapports de production, Marx, bon, etc. Cette émancipation-là est hors sol. Elle est
c'est un slogan, elle tient dans des livres, elle tient dans des idées. On parlait justement du fait que les concepts ne sont pas toujours familiers à tout le monde. Elle est hors sol. Et l'une des raisons pour lesquelles un certain marxisme, ou en tout cas une certaine critique du capitalisme, a perdu des auditeurs et des auditrices chez les minorités, dans les communautés vous voyez, de l'immigration, etc., ou même le lien entre féminisme et anticapitalisme, c'est que eux et elles ont un sol de communauté, voilà, de quartier, un sol de combat, voilà, par exemple de genre, hein, la question féminine, c'est vraiment un ancrage, hein, on est ancré, et que l'émancipation telle qu'elle était brandie comme une évidence qu'il faut tous souhaiter, était hors sol, était abstraite. Donc je dis simplement, la question que je pose à la fin, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réancrer l'émancipation? C'est-à-dire une émancipation ancrée. D'ailleurs, vous savez qui nous met sur cette voie-là? Les écologistes radicaux. Puisqu'ils disent, ok, si vous voulez, aucun ancrage, mais désolé les gars, on en a un ancrage. La Terre. Pour une raison d'échéance prochaine de sa viabilité. Donc ça nous fait un ancrage. On peut imaginer qu'on n'est pas dans une communauté, qu'on n'est pas dans un quartier, qu'on n'est pas dans un siècle, parce qu'on a la chance d'être, je sais pas quoi, un homme blanc de la bourgeoisie qui voyage beaucoup, hein, vous voyez, n'empêche que la Terre, elle, c'est un ancrage. Et que ça peut être justement l'ancrage qui fait le lien et qui réancre l'émancipation, qui lui offre un sol, en fait. Voilà. Donc c'est beaucoup trop vaste comme question, c'est immense. Mais je la pose à la fin en disant soit il faut abandonner ce mot fatigué d'émancipation parce on a trahi trop de gens avec ce mot, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a plein de synonymes, vous voyez, voilà, libération, affranchissement, ce que vous voulez, mais de toute façon le projet reste le même. Soit on le garde, mais peut-être qu'il faut le réancrer. C'est-à-dire très concrètement, ne pas exclure, par exemple, je reviens à mon paradoxe de tout à l'heure du féminisme musulman, ne pas exclure qu'il y ait une possible libération de la condition féminine à l'intérieur d'une communauté ethnique, sociale, culturelle, se définissant comme musulmane. Sur le papier, ça paraît pas évident, parce que voilà, on sait que l'islam n'est pas la religion, enfin, tu me dirais, aucune religion n'est vraiment féministe, aucune ne l'est. Mais voilà, et l'islam sans doute pas pire que les autres de ce point de vue-là, parce que le christianisme à l'ancienne, vous voyez, c'était pire. Mais voilà, c'est ça l'ancrage. L'ancrage, c'est réenvisager l'émancipation depuis l'endroit où on habite. Que ce soit la terre pour la question écologiste, que ce soit les communautés et les quartiers pour ces questions raciales ou coloniales, que ce soit le lieu de travail pour la question du capitalisme et de la lutte contre le capitalisme, voilà, que ce soit les normes de genre et les réseaux sociaux, c'est-à-dire il faut être un garçon musclé avec des tablettes de chocolat ou une jolie bimbo voilà, pour rencontrer une femme, ça c'est les sols à partir desquels il faut reprendre le travail d'émancipation qui était devenu, me semble-t-il, un mot d'ordre trop abstrait. Voilà, c'est tout ce que je dis beaucoup trop vite, c'est dans les dernières pages du livre. Est-ce qu'il y a des questions? Où reste la question quantique de l'existence projetée? Vous êtes la projection que je crée et vous me créez à moi quand je suis là. Où reste cette partie en matériel de l'existence d'être présent et de la littératie, de la nature, l'éducation, la capacité de regarder la nature et de voir l'information, pas seulement le vivant, mais tout ce qu'il représente dans son système de diversité. C'est une question. Alors, où est-ce qu'elle reste? Où est elle dans, je n'ai pas lu, mais pour toute la louange que j'ai écoutée, j'ai aussi arrivé tard. Ouais. Non, mais ça arrive. Mais si vous pouvez juste reformuler la question? Où est-ce que reste la question quantique, non? La nouvelle conscience quantique de l'existence humaine, la projection, on projette, non? On peut se baser un petit peu dans la question de Pandora, non? Le fait qu'on a liberté. Mais vous dites où est-ce que reste, c'est-à-dire comment atteindre cette conscience que vous appelez quantique? Qui vient des jeunes, qui vient de cette nouvelle génération de 2000, qui fait être cet personnage qui questionne tous parce que rien n'existe et ils propres vivent dans une virtualité technique mais aussi physique, réelle, non? Alors,
Ouais, alors il y a deux aspects dans votre question. Il y a la question de la sensation du monde, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde et quelles informations on en a ou on en tire. Et puis, arrivé à la fin, là, il y a la question de la technique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une sensation collective, individuelle et collective, assez forte pour mobiliser les gens, lorsque ce que l'on sait du monde et ce qu'on éprouve du monde nous vient d'un update de notre téléphone dans notre poche en permanence et d'une sorte de machinerie, d'horlogerie algorithmée, etc. Alors, déjà, il faut se méfier des trucs de génération, mais moi je pense que de ce point de vue-là, la jeune génération a beaucoup à nous apprendre, parce que, en fait, si ce dont on est en train de parler, c'est de l'interdépendance, c'est ça que vous appelez la question quantique, c'est-à-dire le fait que désormais, aucun phénomène n'a lieu sans que ses conséquences lointaines doivent être intégrées au phénomène. C'est-à-dire que tout est lié, c'est à la fois la mondialisation, c'est à la fois la catastrophe écologique et ses ramifications sans fin, c'est le lien entre le subjectif et l'objectif, c'est voilà, etc. etc. Et bien cette interdépendance, les jeunes, parce qu'ils pratiquent l'outil virtuel, les réseaux sociaux, en ont, alors pour le coup, ils en ont vraiment une pratique beaucoup plus immédiate que nous. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez la sensation du battement d'aile de papillon, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'illogique qui fait qu'un phénomène peut avoir des conséquences disproportionnées, ou qu'au contraire, une cause peut perdre le lien avec son effet. Tout ça, ils le savent pratiquement par les accidents des circulations de leurs informations et de leurs messages et de leurs réseaux sociaux, enfin au sens très concret de comment ils accèdent à l'information, ils accèdent à l'affect, au lien social. Là où la génération qui n'est pas née là-dedans, la mienne, nous on le sait, on va dire intellectuellement. Nous, on le sait parce qu'on a lu des bouquins qui nous disent que désormais, il y a un système monde, que désormais, tout est complexe, que désormais, il y a une interdépendance des phénomènes, et que d'ailleurs, c'est exactement ça, la crise écologique. C'est pas le fait que telle espèce ou tel phénomène soit en danger de mort, c'est les conséquences que ça va avoir sur l'ensemble du système. C'est le fait qu'il y a système par sa mise en danger. En fait, voilà. Nous, on le savait abstraitement, on le savait d'ailleurs par la philosophie, c'est principalement la philosophie occidentale en tout cas, a été très systématique, justement, elle faisait des systèmes. Eux le savent, alors j'allais dire dans leur chair, non, c'est pas vrai, c'est pas dans leur chair, parce que c'est pas leur chair, ça justement. Mais en tout cas dans leur quotidien le plus immédiat, quoi. Et du coup, ils ont quelque chose qui relève d'une compréhension intuitive du caractère justement quantique ou fractal des phénomènes. Nous, on est des rationnels à l'ancienne, c'est-à-dire que c'était ce qui se voyait qui comptait comme cause rationnelle. Ce qui ne se voit pas, à moins d'être religieux ou mystique, on n'en tenait pas compte. Eux en tiennent compte parce que vous ne savez pas, ça ne se voit pas qu'il y a eu 12 updates sur votre appareil pendant qu'on se parlait, quoi. Donc non, mais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait voir ça comme le nœud du problème et le fait que jamais on ne pourra attendre quelque chose de cette génération qui est morte pour la cause parce que entièrement aliénée à cette machine qui est le problème et non pas sa solution. Bon. En vérité, c'est plus compliqué précisément parce qu'ils ont une conscience intuitive de cette interdépendance généralisée, de cette complexité du système monde par la façon qu'ils ont de circuler virtuellement. Je ne sais pas, je vois un petit peu la question d'Acquaire, un petit peu holistique comme maintenant, la question de pis, qu'on dit pis, le poisson. Ouais, le poisson. Ouais. La question de cosmologiquement, on transite de la question de poisson à Aquaire. Et pour moi, Aquaire, c'est... Aquaire, c'est quoi? Aquaire, où le poisson habite. Aquarium. Ah, aquarium, d'accord. Toujours, je pensais que l'aquarium, c'était une conscience, un état de conscience de l'humanité qui va intégrer toute la diversité, se voir aussi comme une espèce très diversité, comme un genre humain, un petit peu tolérer toute la diversité, et que ça va prendre une nouvelle conscience capable
de gérer et d'être plus tolérant avec les poissons que lavent les aquaires, les poissons que mangent le caca des autres, les poissons qui sont mangés pour les autres. Un petit peu une conscience sociale plus intégrée dans la nature globale de cette planète. C'est quoi une dimension planétaire. C'est ça que j'ai pensé. Qu'est-ce que je vois avec 4 enfants? Non mais vous avez raison, il y a un fonctionnalisme là-dedans, c'est-à-dire que chacun son rôle et que s'il y a un maillon dans la chaîne qui ne joue pas son rôle, effectivement il y a une déstabilisation de l'ensemble du système. Alors, ce que vous décrivez là fait penser à la philosophie de Bruno Latour, qui, voilà, je pense, disparu récemment, mais qui a posé les bases vraiment d'une théorie philosophique pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce qui est en train de s'écrouler, ce qui nous arrive, en quoi nous en sommes responsables à la fois au sens causal, c'est-à-dire c'est de notre faute, et au sens moral et politique, c'est à nous de nous en occuper, voilà, et qu'effectivement aucun phénomène ne peut désormais être envisagé si on en exclut ses conséquences nocives ou positives, mais désormais surtout nocives. Voilà, disons que l'objet au sens philosophique n'existe plus sans ses effets. Après, cette façon-là de voir le monde et les choses, qui est la bonne, évidemment, puisque sinon on va pas y arriver, elle prend une dimension à la fois poétique et politique chez les Indiens du Mexique, les Zapatistes, vous voyez, du Chiapas, qui sont quand même un groupe humain stupéfiant parce qu'ils ont réussi à rassembler beaucoup des questions dont on parle là, mais qui sont des questions en général traitées par des groupes humains séparés. Voilà. Mais eux, la question de la lutte contre le sexisme avec l'égalité sexuelle intégrale, les grandes lois ont été faites par les femmes, la question écologiste avec effectivement tout un discours anticapitaliste sur le danger, et sur la question justement en gros remplacer la machine par le lien télépathique et mystique avec la nature et entre nous, la question de l'émancipation. La métaphore, c'est la transition. Ouais, voilà. Et tout ça en faisant une révolution qui est la seule révolution sociale et culturelle radicale de notre époque, avec un autogouvernement démocratique, c'est-à-dire que tout le monde participe, la démocratie directe. Ce truc-là, je vous rappelle, si vous regardez vos livres d'histoire, quand ça marche, soit au bout de 2 ans, ça se transforme en dictature, quand Lénine a supprimé les soviets, avant d'attendre que Staline le remplace, soit c'est réprimé dans le sang et personne n'y survit, Commune de Paris, au bout de 22 semaines. Et ben, nos amis zapatistes, c'était en 94. Ça va faire... Bon, la question liquide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir, parce que eux, je dis ça parce que, pour le coup, c'est un esprit d'escalier, parce que eux, si vous les lisez, alors c'est en espagnol, mais ils vous font... Tout à coup, on a l'impression d'être dans une théorie marxiste du monde pourri d'aujourd'hui, et tout à coup, ils parlent du poisson, et du plancton, et du caca de poisson, et de la façon dont la disparition du caca de poisson fait que le plancton meurt aussi, et que donc, du coup... Et en fait, ils font les liens que fait Bruno Latour, de manière assez poétique et assez politique, très directement, ils font ces liens. C'est pour ça que je les mets en exemple, c'est pas parce qu'ils sont exotiques et sympathiques, c'est parce qu'ils font ce lien qu'il nous appartient de faire. Entre l'écologie, l'âme du monde, le renversement direct du capitalisme et l'oppression que subissent toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles ou raciales. C'est la question. On est dans l'aquarium, comme tu dis. Dans l'aquarium. Dans l'aquarium, on est dans les scaphandres. Tu vois, dans le scaphandre, tout à fait. Parce que les enfants que je vois, je le vois dans les scaphandres. Ouais, ils sont dans les scaphandres. Et ben, faut les emmener à l'école zapatiste tous les étés. Alors, c'est un peu cher, parce que le billet d'avion pour le Mexique n'est pas donné, et n'est pas très écolo non plus. Mais après, c'est une très, très bonne éducation politique qu'on fait là-bas. Question? Oui, avez-vous une explication au sujet de l'importance de l'abstention chez les jeunes au moment des votes importants? Oh ben, j'ai la même que vous, c'est-à-dire que d'abord l'offre politique qui nous consterne
en général, le plus souvent, hein, à quelques rares exceptions près, et nous rend nostalgiques de l'époque où on pouvait faire attention, c'était mieux avant. Enfin, imaginons une époque où on se projetait et se retrouvait davantage dans l'offre électorale, quoi. Eux, ils n'ont rien ils comparent avec rien, puisqu'ils sont nouveaux venus, et donc ils la trouvent, l'offre politique, même s'ils ne la regardent pas comme nous, aussi consternante que nous, quelle que soit sa couleur. Vous avez vu, je dis la chose de manière très générale. Après, qu'est-ce que c'est que le vote? Le vote, c'est un acte politique qui est censé faire partie d'un ensemble d'actes et de gestes politiques qui font la participation individuelle et collective à la vie de la cité. Les autres gestes, les autres formes de participation déclinent encore plus vite que le vote des jeunes. Et c'est pour ça que les jeunes ne votent plus. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où les jeunes étaient pris dans des groupements syndicaux, de quartier, voyez, ou même dans des désirs d'adhérer à des partis politiques, allez, soyons fous, il y a eu une époque où c'était le cas, alors il allait de soi qu'ils en parlaient, et qu'ils parlaient beaucoup de ça, et qu'ils votaient. Maintenant qu'ils sont plus pris en charge dans ces circuits-là, alors on peut dire de cette manière pour le mieux, parce que certains y voient aussi une forme de propagande un peu à l'ancienne, bon, en tout cas ils sont plus dedans, donc le vote a beaucoup moins de sens. Le vote, si c'est on se réveille tout à coup dans un pays démocratique avec une vie politique tous les 5 ans pendant 24 heures, alors non, ça ne les intéresse pas. Et d'ailleurs de ce point de vue-là, ils sont cohérents, ils ont raison, c'est tout ou rien, quoi. Après on pourrait aussi dire qu'il y a une forme de lucidité, c'est-à-dire qu'ils voient ceux qui sont pris dans la génération des stages qui sont d'exploitation brute, des petits boulots de merde au terme duquel il n'y a pas un vrai contrat, des longues études supérieures largement inutiles, mais qui donnent une certaine lucidité, etc. Et qui, sur ces questions-là, entendent les politiques énumérer des espèces de machins bureaucratiques vides, dont ils savent très bien que ça ne voit jamais le jour, ou quand ça voit le jour, eux, ça les concerne. Donc là, leur dégoût est tel qu'effectivement, à la limite, on pourrait dire quelqu'un de beaucoup plus âgé, il pourrait éventuellement voter pour des raisons fiscales. Il pourrait soit trouver qu'il faut augmenter les impôts pour que les enfants aient des bonnes écoles, soit trouver qu'il faut les baisser parce qu'il en paye trop. Vous voyez, mais le jeune qui n'en paye pas, c'est idiot à dire, mais c'est un des vrais ressorts du vote. Donc, entre, sociologiquement, une génération qui est beaucoup moins prise dans les circuits collectifs, entre les thèmes dans lesquels ils ne se retrouvent pas, okay, entre l'abstention généralisée, parce qu'il n'y a pas que celle des jeunes, elle est généralisée. Le truc, c'est qu'elle est supérieure chez les jeunes, donc ça, d'ailleurs, ça a un effet qui est très embêtant, c'est que nos élus sont élus par des gens très âgés, sociologiquement. C'est-à-dire que leur électorat, de fait, voilà, c'est celui qui reste, celui qui vote. Donc ce qui pose plein de questions, parce que vous voyez l'effet de spirale. C'est-à-dire que du coup, sont élus des gens dans lesquels les jeunes ne se retrouvent pas, puisqu'ils n'ont pas voté pour. Donc ne s'y retrouvant pas, ils voteront encore moins, etc. etc. Voilà, la spirale est sans fin. Moi, j'ajouterais un truc quand même. D'abord, il y a d'autres factions politiques pour lesquelles les jeunes votent. Je parlais tout à l'heure du danger, du succès nouveau de l'extrême droite auprès de la jeunesse, en France et ailleurs. Et ben, je peux vous dire que la jeunesse attirée par l'extrême droite, elle vote. Parce qu'elle a compris que le vote était l'arme qui permettait à l'extrême droite d'arriver au pouvoir, puisque c'est ce qui se fait dans pas mal de pays du monde. Donc voilà, je veux dire, il y a des jeunes qui votent, hélas, on pourrait dire. Voilà, donc c'est un phénomène plus large, c'est vraiment disons, il faudrait analyser les formes de participation et d'action politique de la jeunesse au-delà du seul geste de vote. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une génération assez militante, qui font des trucs, que les manifs les plus drôles contre la réforme des retraites, c'est parce que les étudiants et les jeunes les ont rejointes, etc., etc. Et que donc ils sont quand même là, en vérité. Mais oui, pas beaucoup dans l'urne. C'est vrai. Mais j'ai pas d'explication, enfin, en dehors de celle de bon sens que je viens d'énumérer, mais c'est une discussion, ça relève d'une discussion générale, je pense. Une dernière question. Moi, je suis un peu dubitatif parce que j'ai l'impression que vous êtes avec des jeunes qui sont surtout à Nanterre, à l'université, et moi, je suis avec des jeunes qui ne sont pas du tout
plutôt dans l'enseignement privé et effectivement et je ne reconnais pas trop en fait les étudiants que j'ai dans ceux que vous décrivez parce que j'ai plutôt l'impression d'avoir, alors il peut y en avoir mais quand même des jeunes qui ne sont pas très concernés, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui regardent quand même pas mal tout ce qui est influenceur, il ne faut pas dire que ce soit quand même quelque chose de très... Alors, je vous écoute et je me dis, mais j'ai l'impression que ce que vous avez regardé, en fait, l'étude sociologique que vous avez fait, bon, je ne vais pas la dénigrer, hein, c'est pas possible, mais bon, ça s'applique peut-être certainement à Nanterre, ça c'est sûr, à la fac, mais pour les autres, je suis quand même beaucoup plus sceptique sur des engagements. Alors, la prise de conscience au niveau de... Ça, je rejoins complètement sur la prise de conscience, sur tout ce qui est l'éco-responsabilité, etc., qui pour moi était, parce que ça fait quand même depuis un moment, c'est une nouvelle forme pour moi d'économie qui a été mise en place par des jeunes, par des plus jeunes, mais ça fait déjà une vingtaine d'années que ça existe. Et bon voilà, j'ai pas vraiment de questions, c'est juste des interrogations. Je sais pas quoi. Je me dis que aussi, quand je vous écoute, bon voilà, on avait tendance peut-être à penser que. Enfin, la gauche avait peut-être tendance à penser que la jeunesse devait obligatoirement être de gauche, et que tout d'un coup, elle se réveille en se voyant que, bah non, en fait, la jeunesse n'est pas obligatoirement de gauche, elle peut être de droite, et parce qu'elle réagit à une économie ou à un système de pensée qui existait avant, ou être en contradiction, que peut-être il y a moins, peut-être que moi dans les jeunes que j'ai, les étudiants que j'ai, il y a peut-être moins de revendications. Et moi je rejoignais sur l'émancipation, parce que voilà, quand même, économiquement il y a quand même une émancipation qui n'est pas forcément là. Voilà. Non, mais ça fait Je ne sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeunesses qui existent. Bien sûr. Et qu'on regarde ça, nous, alors moi, avec mes étudiants, j'ai quand même 40 ans d'écart. Donc je me dis, bah, je ne peux pas être dans leur tête, ça c'est clair. Et je ne peux pas vivre ce qu'ils vivaient là. Et peut-être que je ne peux pas attendre d'eux, moi, ce que j'ai vécu, ce qui est complètement. Et qu'ils ont aussi autre chose. Ce que je reconnais quand même aussi, c'est qu'ils ont été élevés différemment, avec certainement des parents qui étaient plus soucieux de leur bien-être, ce qui fait des gens peut-être moins dans une forme de rébellion, pas dans ce que j'ai. Ouais. C'est pas, et puis nourri aussi de bonnes idées, de choses comme ça, mais aussi avec une économie qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus un système économique beaucoup plus dur que voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, etc. Que nous, ce qu'on a pu vivre. Alors et une possibilité de mondialisation aussi qui est beaucoup plus importante. Donc, après, je pense que c'est pareil, il y a des nouveautés. C'est vrai que quand je vois des jeunes qui manifestent, surtout sur les retraites, je ne sais pas quoi penser, franchement, je me dis, c'est quoi comme projet de vie aussi, ça? On est dans du matérialisme. Quand je les vois effectivement prendre en considération tout ce qui est... parce qu'en plus, moi, je travaille dans la mouvement, je sais pas... c'est dans tout ce qui est éco-responsabilité et tout ça, je me dis, oui, là on est quand même dans des projets qui dépassent en fait simplement quelque chose de matériel, quoi, qui va au-delà. Je trouve ça quand même plus intéressant. Enfin, la mode, c'est la création aussi. Donc, bon, effectivement, l'éducation à l'heure actuelle, c'est aussi de leur apprendre aussi à créer et à trouver des solutions. Donc, je sais, il n'y a pas de question. Non, mais c'est super ce que vous dites, c'est très important. Je veux juste rétablir quelque chose quand même, c'est... attention, je serais d'une vanité incroyable si je disais « je vais vous raconter la jeunesse » en 50 pages. C'est absolument pas l'objet de ce livre. Absolument pas. Ni même de dire que les jeunes, en général, sont ces militants mobilisés. Voilà. C'est une vision de la jeunesse. C'est la portion
mobilisés et militants de la jeunesse, mais c'est aussi une certaine couche que, il me semble, la plupart d'entre eux ont en eux, qui est un réflexe moral ou affectif sur certaines questions, des mots, un langage, un lexique, etc. Alors, je précise tout de suite, attention, je n'ai pas du tout observé une Nanterre. Je suis prof à Nanterre, c'est pas du tout Nanterre qui me sert de point de départ. Non, mais c'est important parce que le point de départ au début, c'est plutôt à la fois dans les mondes militants, c'est-à-dire dans les manifs et les mouvements sociaux, où je trouve que avec les plus jeunes, ça passait moins bien qu'avant. Mes enfants, à moi, mes filles adolescentes, donc, et plus que... mais ça, c'est de l'empirique, ça, faut bien que ça parte de quelque chose. Et c'est surtout le fait que finalement, moi, je vois plus comme vous, je vois plus de gens de mon âge que des jeunes, en tout cas hors boulot, et que j'entendais répéter inlassablement par des gens de mon âge ou plus âgés que c'est pas avec cette génération-là qu'on va sortir de la merde, qu'ils sont vraiment accros aux écrans, débiles, obsédés par ceci et cela. Enfin, une sorte un discours critique qui a existé à toutes les époques. Hein, c'est-à-dire qui est en fait le constat d'un fossé entre les générations. Mais qui est quand même assez... qui est assez agressif et parfois pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que oui, c'est une génération des réseaux sociaux sur accros aux écrans. Oui, c'est une génération... sur d'autres questions un peu d'enfants gâtés parce qu'ils n'ont pas connu d'autres trucs que nous avons connus. Oui, c'est une génération qui a un langage codé qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Oui, tout ça est vrai. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ce groupe-là, très vague, que je définis pas, parce que dedans, il y a des gens qui font que des réseaux sociaux, il y a des gens qui vont à la manif sur les retraites, il y a des gens qui sont obsédés par l'Europe blanche et masculine en train d'être menacée par ses ennemis, hein, et des jeunes d'extrême droite. Il y a de tout là-dedans. Donc moi je ne dis pas qui ils sont, je dis juste quel est le rapport entre ce frémissement de cette génération-là, le frémissement politique, militant, et cette vieille question de l'émancipation. Est-ce qu'ils vont nous y aider ou pas? Est-ce qu'il y a alliance possible entre les générations sur des questions et des thèmes communs? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce mot ou pas? Peut-être pas, c'est exactement la question que vous m'avez posée. Peut-être qu'ils n'ont rien à faire dans l'émancipation. Je pense que si, quand même. Enfin, et puis, dans leur diversité, où est-ce qu'ils vont? C'est-à-dire, en fait, moi, ce que je montre, c'est que tout ça est tellement divers. C'est un peu la question de monsieur. C'est-à-dire que c'est fractal, effectivement, ça part dans tous les sens, c'est de l'explosion, on dirait, c'est de l'azote dans tous les... Enfin, donc, parce que quand on fait la Gay Pride, qu'on défend les musulmans en banlieue, qu'on est anticapitaliste radical ou qu'on est d'Extinction Rebellion, ces quatre causes n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et je défie un moindre jeune d'en faire juste deux, au lieu d'une. Donc la chose est éclatée. Donc je pose la question de vieux con, qui est aussi du coup une question un peu avec le vieil inconscient marxiste qui revient, c'est-à-dire, ça sera quoi le truc commun? Qu'est-ce qui va unir, rassembler, fédérer ces choses, ces gens dispersés, ces causes quand même, et ces langages même qui n'ont rien à voir avec les autres? Voilà, donc évidemment qu'il y a une question aussi vaste, je ne peux pas y répondre en 40 pages, mais en tout cas, voilà, il est vraiment loin de moi l'idée de dire ce que sont les jeunes. Je les connais aussi peu que vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en eux il y a un truc intuitif, c'est-à-dire ces questions de sensibilité à la discrimination raciale ou sexuelle, elle est beaucoup plus... Elle est pré-politique. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est pré-politique chez eux. Y compris, il y a toute une part de cette génération qui n'est pas du tout politisée. Mais ils ont baigné là-dedans aussi. Voilà, alors... Mais oui, c'est une part de l'éducation, donc... Ils ont baigné, mais les réseaux sociaux en ont mis une grosse couche quand même. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la suite, ce que ça va devenir, on a vu déjà mai 68, les jeunes de mai 68, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné la génération qui a mis au monde ces jeunes de maintenant. Tout à fait. Ouais. Donc il y a déjà en fait une histoire de tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, ça commence en 68. Il y a peut-être un côté où on se dit, il y a une histoire, quelque chose qui se répète, et quelque chose qui va faire que ils vont rentrer dans le moule, quelque part. Non, parce qu'on pourrait aussi dire, de manière plus optimiste, qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti, parce qu'on se demande toujours si mai 68 c'est la dernière révolution sociale, ou la première révolution culturelle, au sens, alors pas maoïste du terme, mais au sens où c'était plutôt des questions justement d'identité, de genre, de forme de vie, d'écologie, et pas du tout la vieille question du mouvement social. Les deux mon colonel, c'est-à-dire que mai 68, effectivement, c'est le moment
ouvert une nouvelle époque militante et politique dans laquelle ces jeunes s'intègrent aussi. Enfin, ils sont dans la continuité de ça. Et d'ailleurs, la haine du wokisme, pour moi, c'est la haine de 68. C'est la même chose. C'est la haine de l'idée qu'on puisse vouloir aller habiter ailleurs, pas faire comme tout le monde, que les femmes puissent vouloir vivre entre elles ou se réunir, ne serait-ce que se réunir entre elles. C'est des trucs qui étaient insupportables en 68 à certains, et eux-mêmes ou à leurs enfants, parce que les... Il y avait quand même un contexte économique qui était complètement différent à ce moment-là. Oui, mais la vérité c'est que... C'est quand même important. Non, oui, mais je dis... On ne peut pas parler de la jeunesse sans parler du... Non, mais quand je dis oui, c'est parce que les conséquences de mai 68, c'est les années 70. Bah, les années 70, c'est la découverte de la crise économique structurelle, des 72-73, des hausses du chômage. Oui, c'était les prémices, c'est quand même pas... Maintenant, il y avait quand même beaucoup d'argent, enfin voilà... Ça change, mais attention, c'était mieux avant, hein. C'était pas nécessairement mieux avant, ça dépend qui on était. Hein. Parce si que on... quand même, c'est 68. Ouais, si on était paysan, si on était travailleur immigré, si on était homosexuel, tout ça, c'était pas bon. Il y avait une possibilité d'ascension qui était quand même beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle, quand même. Non, d'ascension, non. On va dire que le risque de chômage ou de paupérisation était moindre. Je reformulerai comme ça. Mais il n'y avait pas une possibilité d'ascension beaucoup plus grande. Il y avait quand même une classe moyenne qui était beaucoup plus importante. Une quoi? Une classe moyenne qui était beaucoup plus importante. Il n'y a pas eu des crises comme ça qui ont détruit tous les secteurs d'activité, qui ont effectivement amené cette classe moyenne. Bien sûr, le chômage était quasiment nul, donc c'est sûr que ça n'avait pas de problème. Oui, mais ça joue, tout à fait je sais pas comment vous dire, ça joue... Ça joue à la marge pour moi, ça joue pas centralement. Ça joue parce que ça permet, ça c'est très important, ça permet aux jeunes de prendre le risque de faire la révolution. Parce que le risque de faire la révolution quand il y a la famille à nourrir et que tout le monde est au chômage, et le risque de faire la révolution quand il y a plein emploi, c'est pas pareil, ça je suis d'accord. Ça c'est énorme comme différence, c'est-à-dire ce truc-là il joue, et ça permet d'entrevoir entre les nuages la possibilité d'un ciel bleu à un moment. Alors qu'il y a des périodes où c'est impensable, c'est juste impensable, c'est bouché, on voit rien. Mais moi je me méfie beaucoup un peu du c'était mieux avant, vraiment. Parce que quand même avant, là, en 68, les gens ne changeaient pas de travail, alors que maintenant, les jeunes autour de nous, ils ne cherchent pas à être fonctionnaires et de rester. La preuve, même la fonction publique n'attire plus. Alors qu'à l'époque, j'étais dans la fonction publique, alors qu'on était en plein emploi et qu'on aurait pu changer et faire autre chose, mais non, on restait dans son boulot. Donc il y a quand même quelque chose qui... Exactement, alors qu'aujourd'hui, vous les voyez papillonner, enfin moi j'ai des jeunes, on papillonne, on change, et pourtant maintenant on nous dit qu'on est en crise. Alors c'est quand même... Non mais on change, attention, on change parce qu'on n'a pas le choix, on change par précarité, c'est-à-dire on change parce qu'on a des CDD non renouvelés et qu'il faut changer, hein, on n'a pas le choix. Oui, non. Non mais ils changent parce qu'ils n'ont pas de futur. Oui, voilà. Ils sont dans l'immédiateté, Oui. Et ils aimeraient ne pas changer, ils ne changent pas par plaisir, ils aimeraient beaucoup avoir des situations plus stables. Par rapport au monde... Oui, non, ils sont... Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense pas... Si, je veux dire, faut voir qui fait la révolution aussi, c'est à la question sociologique de qui lance les mouvements. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que 68, c'est quand même au départ la fraction politisée de la jeunesse étudiante, et la fraction politisée de la jeunesse étudiante est pas exclusivement, mais largement et majoritairement bourgeoise. Bourgeoise en rupture de banc avec sa classe, hein, bien sûr, toujours. Et ça joue vachement. Parce qu'ils n'ont pas la pression, effectivement, qu'ont les parents. Parce que quand vous dites que la classe moyenne était plus importante, vous savez, il y a des historiens qui vous disent que ça n'existe pas, la classe moyenne. C'est une invention idéologique. Parce qu'en fait, la classe moyenne, c'est deux trucs. C'est la classe moyenne d'en dessous qui est menacée par le couperet en permanence des enfants qui redeviennent pauvres, et la classe moyenne du dessus qui en fait, c'est les riches. Donc, en fait, voilà, quand on était un enfant de la classe moyenne en 68, c'était mieux. C'était mieux qu'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça suffit pas à expliquer qu'on ait le courage de faire la révolution. Mais ça permet... D'ailleurs, je ne parlais pas là-dessus, je parlais juste simplement qu'en 68, il y a eu une révolution dans les jeunes était moteur. Bon, après, avec toutes les demandes qui ont été, etc. Et que ça a donné... il y a déjà eu des antécédents, en fait. Quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que ces jeunes-là vont nous aider à sortir, une fois on peut se dire, ouais, mais enfin, avant, ça a donné ça, et... Ouais. Mais il y a une telle haine de 68, c'est étonnant. Parce que quand on en ajoute la haine, il y a la haine des réactionnaires, il y a la haine des réactionnaires, et il y a la haine des 68ards, parce que d'abord ils en sont un peu propriétaires, hein, il y a un côté c'était nous, et puis il y a la haine d'une certaine gauche marxiste qui dit c'est devenu
En fait, c'est une révolution qui a mal tourné parce qu'elle a créé des phénomènes de mode, toute une élite culturelle. Parce que là, tout de suite, vous taxez de l'alliance, c'est juste un constat, quoi, c'est tout. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, on constate ça, etc. On est obligé Il n'y a de pas besoin conclure. de qualifier de peine. Si, Là, non. vous allez dans l'affect, en fait. Ah bah parce que c'est de l'affect. Ouais, C'est mais- pas un constat, ils sont furieux, ils disent ça a foiré, il fallait pas le faire comme ça, c'est nul, ils sont tous nuls. Ah si, ils sont énormes. On va dire que c'était mieux de faire avant, enfin, c'est passé. Je vous rappelle qu'il y a le temps politique va tellement vite, mais il y a un président récent, bon c'était il y a 2 ou 3 présidents, mais, qui a été élu parce qu'entre les 2 tours, il a fait un grand discours pour dire à quel point 68 c'était horrible. Sarkozy, il a quand même, entre les 2 tours. Donc la haine de 68 est encore un truc en politique qui bouge, hein, et ça porte des carrières, et ça. Voilà, bon, c'est une autre histoire, mais disons que ce spectre-là nous hante encore. Parce que c'est de ça qu'il s'agit pour les jeunes. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, ceux qui vont vivre en ZAD, voilà, il y a eu du Larzac. Ceux qui font MeToo, il y a eu du féminisme. Ceux qui sont contre la réforme des retraites et anticapitalisme, c'était quand même le cœur des manifestants de 68. En fait, c'est la même chose. Ça ne peut pas être autre chose. Mais voilà, on verra ce que les circonstances en font. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous.